Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans le second épisode d'équipe de Surculture Podcast. Alors, j'ai vu que les retours étaient très positifs pour le premier épisode, donc je vous en remercie, c'était super cool. Et je pense que mes deux chroniqueurs sont aussi super contents des retours qu'on a eus. Bien sûr. Ouais, de ouf. Franchement, ça nous a fait super plaisir de voir tout le love. On vient d'arriver sur la chaîne et tout. Et au final, ça s'est très bien passé. C'est cool. Nice, de ouf. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de Double Zulu. Ouais. Joyeux anniversaire, vieux. Ouais. Ça fait quel âge, 21 31 ans. 31 ans, mais ça va, on se conserve Black Don't Crack, donc on est sur du... You already know. En vrai, 27 ans, en vrai. C'est vrai que quand je vois ta peau, je me dis putain, ça y est, tu shines. Tu continues à shiner, ça c'est bien. Ouais, mais je mets que de l'eau sur ma peau. Tu fais que de la mode. Ouais, T'as pas une routine du matin? Non, y a pas de skincare routine encore. Eh gros, je vais recevoir du Manscaped, je crois que je vais te le donner. Tu vas être frais comme ça. Quand tu vas être frais, tu vois. Non, keep shining. On met de tout l'eau, ça. à moi, un peu de crème. Je te jure, ça Un demande peu une de discipline sport. en réalité. Le petit skincare routine tous les matins. Ah ouais, ouais, mais en de- réalité, M'en non, parle pendant pas. un moment, je m'étais mis, mais putain, faut maintenir, tu vois. Ah, m'en parle pas, gars. J'essaie de me maintenir là. J'avais des boutons là. Si tu regardes mes vidéos entre septembre et décembre dernier, Y a plus, hein. c'était une galère. Et en plus de ça, je peux pas m'arrêter de filmer et dire aux gens ouais, vas-y, j'ai des boutons. Donc je dis non, je continue. Et à un moment donné, j'avais non seulement des boutons, mais en plus de ça, j'avais une bosse sur la lèvre. Si tu regardes ma vidéo que j'avais sortie de Shine, Ouais. j'avais une sale Ah, gueule. je me rappelle. Et j'avais demandé des likes. J'ai dit, les gars, il faut me donner de la force parce que là, c'est chaud. Vous voyez bien, Est-ce que tu les as il eu a des boutons, il stresse trop, c'est la vie, tu vois. Franchement, les likes, j'en ai eu, mais la vidéo, elle n'avait pas trop marché. En fait, c'est ça le problème. C'est que les gens, s'ils connaissent pas un sujet d'une vidéo, ils vont pas forcément cliquer. Pourtant, Ouais. l'histoire, elle est Ouais. toujours intéressante parce que je la sélectionne et je connais les goûts de mon audience, tu vois. Bien sûr. Mais c'est tout le problème, en fait. C'est comment tu fais pour leur proposer quelque chose qu'ils connaissent pas et qui vont quand même adhérer. Très dur, très dur. Ça, c'est la problématique de Ouais. tous les youtubeurs. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, avant de commencer, chose très importante. Vous le savez pas, je l'ai pas assez dit. Mais le Surculture Podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ça veut dire que si tu as pas spécialement envie de voir nos têtes comme ça pendant 1h30, 1 heure, Je te tu jure. vas sur les plateformes de streaming et tu auras le podcast disponible sur Apple, Spotify et toutes les autres plateformes. Ok. D'ailleurs, le lien est en description. Tu t'y inscris, comme ça au moins tu n'auras plus besoin de tous nous voir à chaque fois. Ok. Donc ça, Bien, c'est- vous faites votre rôle en mettant les doigts en dessous. et tout. Ça, c'est clair. Ça, c'est... Je te jure, il a compris l'assinement, tu vois. Il a compris où il était. Aga. D'ailleurs, tu vas faire quoi pour ton anniversaire avant qu'on commence là? Je sais même pas, gros. J'ai cru comprendre que tu allais Ouais, je dans vais- un spa, tout ça. Je vais aller me faire masser, tu connais. Aïe, 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 Non, je putain, vais aller des me faire vrais masser. Des Je pense activités qu'il de va y 31 avoir un piges, petit resto, il va y avoir une petite sauterie dans un bar, un truc comme ça. Très tranquille. J'ai pas... On a beaucoup fait pour les 30. Les 30, c'était déjà huge, on avait fait un gros truc. Là, 31, vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille. L'âge C'est de cool. la sagesse. Yes. Faudrait que je Incroyable. prenne le temps de fêter aussi un petit peu mon anniversaire. Je le fais pas important. vraiment. En fait, si je le fais, mais c'est des petits trucs, c'est jamais Ouais. des trucs de ouf. Tu veux faire Mais un je gros prends le truc, là J'aimerais bien faire un truc un peu plus grand, tu vois, où je peux rassembler tout le monde autour de moi, tu vois. Ouais, C'est un ouais. truc que j'ai pas eu encore Et l'occasion on fait de faire. gagner aux fans d'Iconic une entrée à l'anniversaire. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que dans ta Une tête, seule tu penses entrée, toujours c'est en vrai, créateur de ouais. réseau. T'as pas le choix. Mais le nombre de personnes déjà qui demandent à ce qu'il y ait un truc et tout, à Iconic et tout. Du coup, ça va être pour l'anniversaire de Chris d'Iconic. Tu sais, il vous avez annoncé pour moi le truc. Vous avez annoncé pour moi le truc. Exactement, vous le savez maintenant, on vous le dit en live. Mais par contre, non, mais par contre, pour ce qui est des événements iconiques, c'est un truc auquel je pense très franchement. C'est un truc qu'on va lancer sur l'année 2023, peut-être fin d'année 2022, et ça peut être sympa. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'actualité. On va parler d'un petit peu d'actualité parce que vous avez vu sur le titre qu'il y a déjà 2 gros sujets. J'aimerais qu'on prenne le temps là-dessus. Mais avant tout, j'aimerais qu'on se concentre sur un petit peu des petites actualités qui nous ont un petit peu marqués. Alors, je sais que j'ai pas mal échangé avec Marc. Enfin, pas mal échangé, on a eu un petit échange sur Marvel. Alors, moi, j'ai très peu suivi, pour être honnête. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer? Ouais, concrètement, en fait, Marvel, ils ont fait un événement, je crois la SDCC, où ils ont présenté tout le panel, en fait, tout ce qui va sortir jusqu'en 2025. Donc, Black Panther, là, qui va sortir en novembre, il me semble, avec un trailer. Franchement, le trailer m'a donné des frissons. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, je l'ai pas vu. Pas encore Je demandais à vu. Julien. Non, franchement, J'ai pas encore vu, en fait, j'ai c'est pas bizarre encore parce vu. que franchement, ça fait vraiment longtemps. Enfin, je regarde les trailers Marvel et tout. Je regarde le premier, après, je regarde plus parce que ça spoil trop, tu vois. Mais franchement, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti, même peut-être la première fois, j'ai pas ressenti des frissons en regardant un trailer
Marvel. Genre, l'hommage, il était beau, la Ouais. musique était belle, Thames qui est sur la bande-son, après Kendrick bien Lamar qui arrive et tout. Bon, là, je spoil un peu, mais. Non, mais ça, franchement, c'est pas très grave. Ouais, Ça mais va. franchement, le trailer est super bien fait. J'espère que ça révèle un grand film qui va arriver, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire, et jusqu'en 2025 avec les films, donc Avengers, les Fantastic 4, du coup, qui pouvaient pas être avant chez Marvel parce que c'était chez la Fox. Mais du coup, Marvel a acheté la Fox. Et du coup, maintenant, les 4 Fantastiques et les X-Men peuvent arriver. Et tout. Ah ouais, Tu mais vois. ça va être incroyable. Non, mais ça va être une dinguerie. C'est le début c'est la phase 4, c'est la phase du multiverse. Exact. C'est 4, 5 et 6. En fait, 4, là, ça va se terminer avec Black Panther. 5, il va y avoir plein de films. Et c'est là où on va vraiment commencer à entrer dans le multiverse, présenter vraiment le méchant et tout, de la session, tu vois. Et après, on a la phase 6 qui va arriver, où il y aura les Avengers, les prochains Avengers, 2 dans la même année. Donc, imagine-toi, Waouh. Bah, Mec. comme quand on a eu Infinity War. Infinity War et Endgame. C'était dans la même année, putain. Je crois que c'était dans la même C'était année. les En deux. tout cas, En tout cas, c'était très court. Ouais, Très- c'est vrai ouais, que l'intervalle était très, c'est vrai très, que le très délai était très très court, ouais. Ah, Et, ça va être incroyable. ça hein. va être n'importe Moi, j'avais l'impression que on avait fait un petit peu le tour, qu'on avait un petit peu tout vu. Et là, tu es en train de me relancer dans le truc. Après, pour ce qui est de Black Panther, je sais pas trop. Je crois que ça va être la sœur qui va devenir Black Panther, c'est ça? Bon, en fait, on sait pas. Ah, ils l'ont pas révélé, En hein. fait, c'est vraiment toute sa surprise du film. Genre, à la D'accord, fin, ok. on ok. voit à la fin du trailer, on voit quelqu'un avec la tenue de Black Panther. Mais du coup, on sait pas qui c'est. Soit c'est la sœur, du coup, Shuri. Il y en a certains qui disent carrément que c'est Killmonger, tu Ça vois. pourrait être cool, ça. Bah, en vrai, ça pourrait être cool, mais ça veut dire ça, c'est pas le même Killmonger. C'est un Killmonger peut-être d'une autre dimension et tout. En vrai, je pense vraiment en termes de fanservice, ce serait cool. Mais en vrai, on sait pas, tu vois. Donc, on sait pas du tout comment ça va se passer. Ils avaient dit à l'époque qu'ils allaient pas le remplacer. Black Chadwick. Panther, T'Challa, tu vois. Ils ont dit ils vont pas Ah le oui. remplacer. Ouais, donc on sait pas du tout comment ça va se passer. Donc, et, Donc, ok. Bon, bah, intéressant. c'est tout le truc du bail. Hein. J'espère juste que Kendrick Lamar va revenir pour la bande son. Ce serait. Ce qui sera encore plus ouf, c'est qu'il tourne. Mais il dans a le dit qu'il film. voulait être un méchant en plus dans le film. Ah, mais je trouve que Kendrick Lamar a un vrai talent d'acteur et je le verrais super bien en méchant. Ouais. Genre, tu vois, le mec un peu bizarre qui rigole bizarrement. Tu vois, un personnage un peu taré comme Une ça. sorte de Joker ou de pingouin. Enfin, Exact. Là, si on parle de... MDR, il a fait un rôle un peu comme ça. En plus, Mais il a dans fait, il a eu... Power. Ouais, moi, Ouais, j'ai j'étais pas un du- SDF. Ouais, je regarde pas Bah, du tout dans Power. Power, je trouvais justement, Et- excuse-moi, il était- oui, il non, était non, bon. je trouve que dans Power, je trouve qu'il joue extrêmement bien le rôle du mec chelou et il a un vrai talent pour ça. Et d'ailleurs, dans sa musique, on l'a dit, hein, Ouais. il joue beaucoup sur l'acting dans son flow et c'est ça qui rend le truc cool. Ouais. Donc lui, ouais, totalement une carrière d'acteur, lui irait très bien. De ouf. D'ailleurs, je regarde pas Power à cause des gens qui Qui spoil? se passent sur Twitter. J'ai jamais vu ça. Les gens, ils attendent même pas 1 heure pour spoiler Power sur Twitter. Arrêtez ça, s'il vous plaît. En fait, le Arrêtez truc, ça. c'est que Mais je te jure sur ma vie, c'est une dinguerie. C'est- Du coup, j'ai jamais regardé Power parce que je connais toute la série en fait. c'est la série qui a été le plus spoilée, je pense. Mais Je pense que vraiment, moi, j'arrive pas à Bon, commencer la Ça série. et Game à of cause de Thrones, je pense que ça a été le Game of Game of Thrones aussi. Game of Thrones, il m'est arrivé un spoil de ouf. Je raconte vite fait. Donc, j'étais en train de rentrer. En plus, c'était épisode fort. Il y a un personnage de ouf qui meurt, tu vois. Et du coup, moi, je faisais en sorte de pas regarder les réseaux sociaux et tout. Et je me balade sur un truc de comic books. Et j'étais dans un truc où on annonçait que Dragon Ball Super allait revenir. Du coup, je vais dans les commentaires pour voir les commentaires et tout. Et il y a un mec qui dit c'est dommage qu'ils n'utilisent pas les 7 boules de cristal pour réveiller 7 personnes qui est morte dans l'épisode en question. Mec, Moi, j'appelle ça j'ai du changé génie. de couleur. Moi, j'appelle ça du génie. Je suis Mais, désolé. mais non, mais franchement, je respecte de ouf. Mais c'est un coup de bâtard. Comment tu vas sur un post de Dragon Ball que tu inventes tout ce scénario pour pouvoir me spoiler que cette personne, elle est morte. J'étais à 20 minutes de chez moi. À 20 minutes près, je regardais l'épisode. Je vivais avec Et tout le ces monde. gars-là, en fait, ce qui est ouf, c'est que quand ils ont fait ça, ils sont super. Tu vois, ils regardent les commentaires, et ils attendent de voir, en fait qui va dire quoi derrière pour rigoler encore un peu plus. Non, mais Moi- c'est dingue. C'est Moi, dingue. j'appelle ça des génies. Et ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Bah là, on a parlé un petit peu de tout ça. Ok, très bien pour ce qui est des Marvel. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai regardé Thor, il est moyen, Ouais, il est drôle, Très Ah ouais moyen. très moyen. Il est même pas terrible du tout. J'ai même pas encore J'ai regardé. l'impression alors- d'avoir regardé des ch'tis 4. C'était bizarre. Ouais, en fait, le truc, c'est que en fait, tu sens trop l'esprit Disney. Je vais pas trop commenter là-dessus, mais quand tu regardes Zeus, enfin, quand tu vois Zeus arriver, Ouf, mais- on dirait un personnage de Disney avant un personnage de Marvel, tu vois. Moi, j'aurais dit C'est- les tuches, mais après, chacun suit. On était ensemble quand on allait Ouais, on voir. l'a vu Ouais, ensemble. on l'a vu Mais ensemble. ouais, c'est terrible, ça. moi, j'ai Ouais, pas j'étais un peu déçu de ça. Alors j'aime bien l'humour Marvel et surtout dans Thor parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'humour dans Thor. Moi je les ai pas regardés tous les Thor. Je crois que j'en ai regardé un avant.
Je sais qu'il y a de l'humour dans Thor, mais là, il y a beaucoup trop d'humour. Donc, et au niveau de l'histoire, ça n'a pas été assez développé. Et le méchant, et de base, le méchant est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour moi, la meilleure scène du film, c'est la toute première scène. Ouais, celle où, ok, je vois ce Ah que oui, tu veux dire. Ouais. la Ouais, toute je première parce scène. que j'ai pas vu Ouais. non plus. Ouais, non, donc, mais tu vas le voir. De toute façon, c'est la première scène. Hein. Donc, Ouais. en gros, c'est quand le méchant devient le méchant. Je trouve que toute l'idée qu'il y a derrière est super bien Ouais. amenée. Comment il débat, enfin, comment il arrive dans l'oasis Ouais, et tout ça, ce je qui suis se passe d'accord. autour. Je trouve ça vraiment stylé. Mais après, tout le déroulement du film est pas terrible et le méchant est pas assez Le exploité. film est court. Il est court en Moins de plus. 2 heures. Oh Donc là ça, là. c'est un peu dommage. Mais il faut le voir parce que je pense que ça va t'aider à comprendre la suite. Enfin, tu connais, de toute façon, tu connais Ouais, mieux je que moi les connais. Mais Marvel. de toute façon, je pense qu'ils sont un peu dans une phase un peu de transitoire, un peu, où ils essayent des choses un peu particulières ou nouvelles à chaque fois. Tu vois, genre Doctor Strange, on est vraiment dans quelque chose d'horrifique. Je l'ai pas dedans. encore vu, ouais. Bah franchement, ça change. C'est quelque chose. Enfin, tu t'attends pas à voir ça en fait dans des Marvel. Même les Éternels, c'est un truc qui prend beaucoup son temps. Je crois que c'est le premier film Marvel où j'ai vu, il y avait une scène de sexe dedans, tu vois. Genre, j'ai jamais vu ça avant, ou genre où tu la vois se passer, tu vois. Donc tu sens qu'ils essaient des nouvelles choses, des nouvelles présentations et tout. Et je pense que c'est des choses qui doivent encore être structurées pour la suite, quoi. Première chose que je voulais traiter, c'est un sujet qui n'a pas encore été traité dans le rap français. Enfin, dans le rap français. C'est un sujet qui n'a pas été traité dans les médias rap. Et je pense que c'est un sujet qui doit être traité par Iconic parce que quand je suis arrivé sur YouTube, c'est la thématique qui m'a fait péter, qui m'a fait connaître. Et en fait, depuis que je suis arrivé, il y a eu plusieurs ères dans le rap. Et cette ère-là, en fait, elle s'est arrêtée sans que personne prenne le temps, en fait, d'avoir un recul là-dessus pour l'analyser et pour voir un petit peu ce qu'il en est sorti et ce qu'on peut en dire, en fait. Qu'est-ce que ça pouvait dire du hip-hop à ce moment-là? Et c'est l'ère du SoundCloud rap, mais en réalité, le SoundCloud rap, c'est très large, on en parlait hors caméra. C'est la clout era. Quand je dis clout era, je pense à des artistes comme Lil Pump, Smoke Purp, Lil Uzi Vert, on peut le mettre dedans, XXXTentacion, Ski Mask de Slum God, etc. Tous ces artistes-là, même parmi ces artistes-là, c'est très différent parfois. Ouais. Par exemple, la XXXTentacion, ça n'a pas grand-chose à voir avec un Ugly God, mais il y a quand même un lien et le public qui suivait ces deux artistes-là sont souvent similaires. Ouais. Et en fait, cette époque-là, elle a commencé à naître et à avoir beaucoup de popularité courant 2016, je dirais. Et 2017-2018, ça a été vraiment les années où ces artistes-là ont prospéré. Et quand je suis arrivé et que j'ai commencé à parler de ce sujet sur YouTube, je pense que beaucoup de gens m'aimaient pas beaucoup parce qu'ils disaient « Ah, tu parles des nouveaux rappeurs, les nouveaux rappeurs de merde, etc. » Sauf qu'ils n'avaient pas compris ce que je faisais. Déjà, j'étais dans l'époque, je parlais des artistes qui étaient populaires maintenant, et moi, mon but, c'était pas de montrer que j'étais un mec qui écoutait des sons de 1995, même si j'ai plus écouté de sons de 1995. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, parce que je voulais absolument pas avoir les puristes. Ça, c'était vraiment une règle que je m'étais donnée, d'ailleurs, vous le savez maintenant. Je voulais absolument avoir les kids, parce que les kids sont beaucoup plus ouverts que les vieux. C'est vrai. Si tu as les kids, ils vont t'écouter. En plus, tu as un petit peu de connaissances sur le domaine. Tu leur apportes de l'information qu'ils aiment bien. Tu touches les kids. Ensuite, les kids, ils vont te suivre. Et ensuite, lorsque tu vas parler de Nas, je sais pas moi, de SPM, de trucs comme ça, ils vont vouloir quand même comprendre ce qui s'est passé avant. Par contre, si tu chopes les vieux qui écoutent UGK, Wu-Tang ou je sais pas quoi, et que tu leur dis, tiens, j'ai envie d'analyser Lil Pump, oh, qu'est-ce que ça fait sur ta chaîne? Bref. Et je regrette tellement pas d'avoir commencé comme ça, c'était génial. C'était la meilleure décision que j'ai pu prendre sur cette chaîne, c'est de commencer par toucher les kids. Donc, quand j'ai commencé avec ces artistes-là, Pump, 6ix9ine, etc., j'ai été beaucoup critiqué parce que c'était une époque où le rap était un petit peu bizarre. C'est vrai. Et du coup, moi, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que la clout era, le rap SoundCloud, entre 2016 et 2018-19 pour les derniers, est-ce que c'était la pire époque du rap? Oui. Non, exprime-toi. Je dirais pas que c'est la pire époque. Je pense que c'est l'époque où Est-ce que c'est l'une des pires époques? Pour moi, c'est l'une des pires époques. D'accord. Parce qu'on est rentré dans quelque chose où tu sais, t'as eu beaucoup d'artistes et tu savais pas trop ce que ça voulait dire. Tu vois, et surtout quand tu vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui,
on peut se dire, ouais, c'était la pire époque. Tu prends un mec comme Lil Pump, aujourd'hui, il a plus aucun gaz. 6ix9ine, c'était une poucave. Il y en a Lil plein Xan. d'autres. Lil Xan, c'est un golemon. Bon, RIP, Triple X Tentation, mais c'est peut-être le seul que j'appréciais dans tout le truc. Mais en vrai, c'était une époque bizarre. Après, ça a fait du bien au rap, dans le sens où, encore une fois, tu sors, on en a parlé dans le premier... AK-47, Lil Tay, Tu vois, Bonk. C'était vraiment sombre. Non, c'était une période où il y avait des on a trouvé une nouvelle, un nouvel auditoire au rap. Tu vois. Ouais, Avant, c'est vrai. on était très fermé. Je parle français comme US, c'était très fermé. C'était que des gangbangers, des trucs comme ça. Il y a eu les backpackers qui ont tenté leur truc et tout. Et le public rap s'élargit avec le temps. Il y a beaucoup plus d'auditeurs. Et t'as des mecs qui viennent, par exemple, du skateboard, qui viennent du rock, qui viennent d'autres milieux qui commencent à se rapprocher du rap. Et tu peux pas demander à un petit qui a fait du skate et qui écoute du rock d'aller écouter Wu-Tang. Tu vois, c'est trop... Je trouve Wu-Tang encore, c'est un groupe classique. Je dirais, écoutez, mais tu vois ce que je veux dire. Young Jeezy Voilà. ou Rick Ross. Mais t'as compris l'exemple. Ouais, j'ai capté. La distorsion, elle est énorme. Ouais. Donc du coup, pour trouver un moyen de... Pour trouver un compromis, entre guillemets, peut-être qu'il était nécessaire d'avoir ces artistes-là, donc Ouais. les XXX, les Playboy Cartier, etc., pour que ces nouveaux auditeurs du rap s'en rapprochent. Maintenant, pour nous, c'est cool, parce qu'on a de nouveaux auditeurs, on est beaucoup plus écoutés, je parle en tant que moi, en tant qu'artiste, mais même pour les autres et tout, c'est génial que le rap soit reconnu comme autre chose, comme une surculture, j'ai envie de dire. Prochain à ta Voilà. surculture. Produit incroyable. Like la vidéo, commente un maximum. Mais ça a aussi eu ses inconvénients parce que, comme tu as dit, c'était la clout era. Ce qui signifie qu'en fait, tous ces mecs-là étaient prêts à faire n'importe quoi, des trucs qui dépassent les codes du rap pour se faire voir et pour se faire entendre. C'est un peu ça qui me dérange, c'est un peu ce truc de... tu vois, un mec comme Bonk qui fait n'importe quoi, qui est tatoué de la tête aux pieds. Wow, Vicky aussi. Tu vois... Ah, moi j'en connais plein. Hein. Même, je sais pas, une fille comme Bad Baby, pour moi, elle fait partie un peu de ce truc-là. Ah oui, totalement. Et Totalement. pareil, un mec comme... Tu vois, et en fait, ils ont tous fait des trucs hors rap que personne n'aurait imaginé. Encore une fois, j'imaginais pas un Jeezy, tu t'imagines pas un Jeezy faire ce genre de merde, t'imagines pas, absolument pas. etc. Et en fait, tu te retrouves... et en fait, les gens ont capté. Les gens ont capté qui étaient ces gens-là, ils ont capté pourquoi ils étaient là. Et à un moment donné, t'es destiné à t'éteindre. Parce que c'est pas ta musique qui parle, c'est tes actes. Sauf que tes actes, ils sont pas en lien avec la musique. Tu vois, donc, les seules fois où j'ai entendu parler de lui, c'était quand il faisait des vidéos où je comprenais pas ce qu'il faisait. Je me disais, mais lui, c'est un artiste, pourquoi il fait ça, tu vois? Et c'est ça, en fait, pour moi, qui fait que c'est bien que cette ère se soit arrêtée. Est-ce que c'est la pire? Je dirais ouais, mais l'avantage, retenons quand même que l'avantage qu'il y a eu dans cette ère, c'est que on a eu des nouveaux auditeurs et soit tu as un nouvel auditeur qui est un peu du jeu et qui fait le travail de dire ok, je suis un néophyte, je vais aller faire un travail d'archive, je vais aller écouter ce qui s'est fait avant, je vais écouter ce qui s'est fait à gauche, à droite, etc. etc. Soit c'est pas le cas et tu restes bloqué dans ce truc de toujours écouter les gens du clout. Et en fait, aujourd'hui, tu vas écouter plus personne ou voir pas grand-chose parce que tous ces mecs-là sont quasiment éteints, en fait. Ok, Voilà. très bien. Marc? Moi, je suis un peu plus mesuré, je vais dire. D'un point de vue musical, je dirais pas si c'est la pire, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi, la pire, c'était vraiment entre 2008 et 2010. Vraiment. Et en fait, je dis ça aussi parce que j'ai l'impression que c'était une période où la direction commençait à se perdre et même où les légendes commençaient à être désacralisées d'une certaine manière parce que c'était une période où ils sortaient pour certains leurs projets les moins bien reçus. Tu vois, genre, Eminem Dirty Rap, c'est un de ses projets les moins bien reçus. Def Autotune est sorti pendant cette période-là et en gros c'est l'un des plus gros sons des boomers qui existent en réalité parce que l'autotune a suivi derrière. Donc en fait, Ah, tu parles encore de 2008 à 2010. ouais, mais c'est t'as ça, une tu haine vois. dans ce- Non, t'as mais une haine contre cette non, mais période. en fait, c'est juste pour mettre en perspective. Non, mais t'as en raison, vrai de vrai, mais t'as tu vois. raison. Mais c'est pour mettre en Mais t'as perspective raison. en fait où justement en C'est fait un c'était une vrai son période. boomer, ce que tu veux. Mais en vrai de vrai, tu vois, c'est des mecs portaient encore des gros baguettes à cette période-là, tu vois. Mais enfin bref, tout ça pour dire que en fait c'était une période où je trouvais que ça manquait de perspective, où je savais s'il n'y avait pas eu la génération 2010 qui était arrivée après, en réalité on aurait continué à descendre et si ça se trouve ça aurait été la fin du rap avant, tu vois. Du coup, la génération 2016-2017, ils ont redonné un certain intérêt encore, tu vois, à un autre public qui n'était pas intéressé. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à écouter du rap dans cette période-là, entre 2016, 2017, 2018, parce qu'il y a eu des personnes qui les ont touchés, justement, parce qu'ils ont eu des... Déjà, ils étaient comme eux, ils étaient jeunes comme eux. Des points de vue différents. Exactement, ils avaient des points de vue différents. En fait, ils correspondaient vraiment à la génération actuelle. Ouais. En fait,
La différence, par exemple, même quand tu regardes, je sais pas, nous, on est quelle génération, si c'est Y ou Y. Z. On est génération Y. Nous, on est entre deux. C'est-à-dire que Exactement, nous, oui. on a la capacité d'utiliser les nouveaux outils, mais on a toujours ce recul. C'est ça. La force d'Iconic, d'ailleurs. Exactement, tu vois. Et la génération qui arrive avec nous, Z, c'est une génération qui est très émotive et qui sait se débrouiller toute seule pour faire les choses, tu vois. Alors que la plupart du temps, maintenant, nous, on est dans un cadre différent, mais nous, on a besoin d'un cadre. Eux, pas du tout. Du coup, ils sont arrivés avec leur contenu, avec leur musique qui a touché énormément de monde et qui, à travers, en réalité, l'originalité de certains, monter le hip-hop d'une certaine manière pour le proposer à d'autres personnes. Maintenant, ça, c'est musicalement, je parle, tu vois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve quand même qu'il y a des choses... En plus, je trouve qu'il y a des choses qui étaient plutôt pas mal, tu vois. On a parlé de X. Et puis, en vrai, Très si fan on de parle X. des Carty... moi, par exemple, j'aime bien Playboy Carty, personnellement. Non, si, je Tu le vois dis ce que je en veux sans dire, plus, mais tu j'aime vois, bien, ouais. ouais, tu vois. Genre, il y a des choses intéressantes qui sont arrivées. Mais il y a un truc qui dit qu'il a raison. C'est justement ce côté-là, justement, le problème de la génération Z, c'est que vu que c'est une génération très émotive, c'est des gens aussi qui ont besoin de transmettre leurs émotions directement. Et ça crée forcément des problèmes, en fait. Et ça peut renvoyer une très mauvaise image aussi de ce qui est le hip-hop. Mais c'est très... Oui. Pour te couper, Oui. je reviens sur ce que tu disais. L'avantage de la Cloudera, c'est que dans la musique, du coup, ces artistes-là, t'avais l'impression qu'ils étaient tous dépressifs. Du Je suis coup, grave d'accord. eux s'ouvraient. Et du coup, ça a permis au rap, aux artistes de s'ouvrir, de parler de leurs problèmes, etc., en musique ou même hors musique, d'aller faire des podcasts, des interviews, de parler de santé mentale, etc. Donc, pour ça, il y a eu un avantage. C'est-à-dire que ces artistes-là étaient très émotifs, comme tu l'as dit, et du coup, ils l'ont transmis dans leur musique. Et c'est bien parce que moi-même, en tant qu'artiste, je suis rentré dans ce truc de transmettre mes émotions dans la musique. Comme plein d'autres, je pense à un mec comme Laylo, qui aussi est un mec qui transmet ses émotions. Et ça a eu des avantages. Ouais, et Voilà. c'est marrant en plus parce que ce que tu dis, ça remonte vraiment, bizarrement, à l'époque dont je parle, 2008. Heavyweight and Heartbreak, c'est un album qui a beaucoup ouvert de chakras et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, enfin que les gens n'ont pas forcément compris durant cette période-là, Non, tu vois. personne n'avait Exactement, tu vois. Moi, en réalité, même moi, j'ai pris, en fait, avec du On l'avait, recul, tous les fans de mais Kanye, on exactement, l'avait détesté. parce que cet album. surtout qu'avant, on avait eu Graduation. Bah oui. Donc après, t'as 808 and Heartbreak, tu te prends des trucs. Il y a des sons au fur et à mesure, au final, ça allait, tu vois. Mais voilà. Mais eux, justement, ils se sont pris ça et ce côté très émotionnel de l'album où justement, la plupart d'entre eux, quand on leur demande c'est quoi l'album qui vous a fait venir ici, en fait, c'est 808 and Heartbreak. Lil Uzi Vert, il va arriver, il va dire c'est 808 and Heartbreak. Et la plupart d'entre eux, en fait, c'est exactement ça, tu vois. Et du coup, moi, la question que je te pose, du coup, est-ce que c'est la pire époque du rap ou pas? Franchement, pour moi. Non, c'est musiquement, 2008, franchement, 2011. Ouais, 2008. c'est ça. Moi, Mais est-ce que c'est la seconde pire époque? Je t'écoute. franchement, en fait, je dirais oui par défaut, mais je trouve qu'on est vraiment dans une balance. Moi, le plus gros problème pour moi de cette génération, parce que vraiment, en réalité, tu pouvais passer à côté de leur génération, tu pouvais la passer sans l'écouter, parce qu'il y a énormément de bons albums qui sont sortis durant cette C'est période. vrai. En réalité, 2016, c'était une année de ouf en termes d'albums. Et je parle pas que d'eux, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bons albums. Et on parlait justement de SoundCloud, il y a beaucoup de personnes qui sortaient de SoundCloud, qui ont fait des albums de ouf. Chance the Rapper, avant qu'il rencontre Kanye, encore il était dans la période où ça allait avec Kanye, on va dire, il a sorti un album 4 Grammy et c'était une mixtape. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est la pire période? En réalité, non. En réalité, non. Parce qu'il y a Voilà. il y a trop d'artistes. Il y a trop d'artistes. La période ne repose pas que sur eux. Tu pouvais les esquiver. Mais leur comportement est le comportement le Ils plus prenaient beaucoup de nocif. place. Exactement. Et ça, c'était extrêmement nocif dans la manière justement dont on percevait leur musique et l'exemple qu'ils donnaient aux autres et ce que ça pouvait créer derrière. en Ok. fait. Bon, moi maintenant, très bien. Je trouve que ça a été très pertinent ce que vous avez dit. Et je suis d'accord globalement avec vos avis. Ce que je dirais en fait avec cette époque-là, et tu l'as évoqué à un moment donné, Julien, c'est que en fait, c'est le point de vue. C'est un point important, le point de vue. C'est-à-dire que dans le rap, en fait, ce qui a fait la force de la génération 2010, quand on dit la génération 2010, on parle de Cole, on parle de Wale, on parle de Drake, on parle de Meek Mill. de Meek Mill. Wiz Khalifa, très important. Wiz Khalifa Il a qui ouvert arrive, des portes etc. de ouf, hein. Et en fait, le truc, c'est que dans cette époque-là, on a été dans une époque avec des artistes qui, justement, ne clamaient pas nécessairement la rue, ou en partie, ou se disaient aussi être des gars totalement ordinaires qui se mettent à rapper, en fait. Et je sais que cette époque-là, cette génération-là, pour moi, c'est la meilleure ou l'une des meilleures générations
pour moi dans le rap, parce que c'est une époque qui a ouvert, entre guillemets, le rap à des gens qui peuvent se voir en tant qu'artistes à travers un call, tu vois. Et les gens qui peuvent se voir en travers call, il y en a beaucoup plus que ceux qui peuvent se voir au travers de Ghostface. C'est vrai. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et je trouve que ce qui est fort avec la génération SoundCloud Rap, c'est que en termes de communauté, parce que là, on va parler de communauté, parce que le rap, c'est impossible de parler de rap sans parler de l'aspect démographique, sociétal, etc. C'est que quand tu regardes un rappeur comme Lil Xan, c'est un Mexicain perçu comme blanc, finalement, de la part du public, qui vient de Californie. Il se met à rapper, et là, tu as des jeunes comme lui qui lui ressemblent, qui peuvent se dire « Ah tiens, moi aussi, je peux être rappeur, etc. » Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que plus de gens peuvent se sentir représentés dans la culture hip-hop. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé avec cette époque-là, c'est l'expérimentation en termes de musique. C'était très expérimental. Et ça, tu l'as dit, Marc. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'époque du je ne vais pas dire SoundCloud Rap, c'est trop large, mais Cloud Rap, ça a vraiment permis de faire renaître le rock d'une certaine manière. Parce que dans cette époque-là, vous me corrigez si je me trompe, mais il n'y avait pas énormément de nouveaux groupes rock qui arrivaient sur scène. Moi, je sais que toi, Julien, tu ne suis pas spécialement. Marc, toi, tu es un petit peu plus ouvert. Peut-être qu'il y en a eu, mais moi, j'en connais pas énormément, à part Harry Styles qui faisait ce qu'il faisait. J'ai pas d'artiste rock qui a spécialement lui, on pété. est même dans la pop carrément. Exactement. Et en fait, là, par contre, à travers le rap, tu as eu pas mal d'artistes qui se sont mis à s'inspirer du rock des années 90, 2000, différents types de rock, du rock, du métal, etc., pour l'incorporer au rap et pour en faire quelque chose qui soit digérable pour cette nouvelle génération qui écoute du hip-hop, tu vois. Donc, cette époque de la cloud era et du SoundCloud Rap, là, plus largement, ça a permis, en fait, des artistes comme Lil Peep, XXXTentacion, Post Malone aussi. Il est arrivé à peu près dans cette période-là de pouvoir exister, de pouvoir proposer quelque chose musicalement qui n'existait pas nécessairement sous cette forme. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant en termes de musique. Donc, il y a le point de vue, il y a l'expérimentation en termes de musique, ça c'est cool. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est les émotions, comme tu disais. Et tu parlais de la dépression, etc. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la génération Z, qui est beaucoup plus émotive, beaucoup plus débrouillarde, etc. C'est totalement vrai, elle est extrêmement émotive. Et je me rappelle d'ailleurs que lorsque je faisais des vidéos qui touchaient à la dépression, lorsque j'analysais un clip ou lorsque je parlais de X et que je parlais de ce sujet-là, c'est un sujet qui faisait énormément réagir ma communauté à ce moment-là parce qu'ils étaient touchés par ça. C'était un sujet qui... tu sais, c'est la communauté de gens qui sont très isolés devant leur ordinateur, très débrouillards, mais beaucoup plus isolés qu'avant, beaucoup moins de gens avec qui échanger, tu vois. Donc, c'est une communauté, lorsque tu leur parles de ça, ils savent ce que c'est être seul, ils savent ce que c'est être déprimé. Donc, lorsqu'un artiste ou lorsqu'un youtubeur leur parle de ce sujet-là, tu vois qu'ils sont très réceptifs à ça. Et c'est peut-être ce que nous, on a manqué dans notre génération. On avait peut-être quelques artistes qui le faisaient, mais on n'avait pas énormément d'artistes comme ça. Donc ça, c'est cool. Alors, on les trouvait chiants. On les trouvait chiants, Ouais, on les trouvait pas cool, on les trouvait... ils savaient pas trop le faire. Et ce que j'ai aimé, c'est ça. Il y a une forme d'acceptation de cette génération-là que j'ai trouvé stylée. Maintenant, le truc que j'ai trouvé fort, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais à la fois mauvais pour le hip-hop, c'est la manière dont ils se sont servis des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est là où en fait le mot clout prend tout son sens finalement. C'est que lorsque tu as un artiste comme Lil Pump qui va faire ça, qui va rapper comme il rappe, et qui va utiliser à un moment donné Snapchat pour se filmer en train de ken plein de meufs, ou alors il va être en voiture à l'arrière d'un véhicule et qui va prendre un pistolet, il va crier « Lèche-kele, lèche-kele !» il va se mettre à tirer, etc. Alors moi, je t'avoue, quand je me tape des compiles, les compiles de ces vidéos lorsqu'il fait des dingueries, moi je rigole. Tu sais, il y a un extrait que je mets souvent où il est comme ça, il est en train de chanter, il s'arrête, après ça... Il y a une vidéo, je sais pas si tu vois c'est quelle vidéo. Si, je vois exactement c'est laquelle. laquelle. Incroyable. Non, mais ce mec, c'est un gogol de ouf. De toute façon, à chaque fois qu'il fait un truc, ça me fait rire. Genre, la dernière fois, on voit une vidéo, on est en train de faire du sport, rien que ça me fait rire. Pourquoi ? C'est ça, en fait. Et donc, du coup, il me fait grave rire. Et d'accord, très bien. Et en fait, le truc, c'est que
Ils se sont servis énormément de ça pour se faire voir. Ils ont couvert les réseaux sociaux et à un moment donné, c'était drôle. Mais du coup, en fait, tu as des artistes qui sont arrivés. Parce que là, on a parlé du haut du panier. XXXTentacion, c'est un artiste qui était plutôt correct. Lil Xan, il n'a pas eu énormément de succès, mais il a au moins travaillé en studio pour avoir au moins un hit ou deux et il n'était pas trop dans le clout. En vrai, c'est juste que ça a été un opportuniste. Ouais. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo que j'ai sortie sur lui, vous allez tout comprendre pourquoi c'est un opportuniste. Ski Mask, c'est un bon artiste. Lil Peep, j'avais beaucoup aimé ce qu'il faisait. Après, on peut ne pas aimer, mais c'est un artiste en tant que tel. Moi, j'ai découvert trop tard, moi. Ouais, voilà. Mais quand tu regardes, par contre, toute la face cachée du bail, t'as vraiment des artistes qui sont arrivés, qui étaient médiocres, mais alors médiocres, et qui ont réussi à faire un maximum de cash avec le rap. Et je parle même pas de Bad Baby. Parce que Bad Baby, au moins, elle avait quelqu'un qui écrivait pour elle. Elle avait une bonne sélection d'instrus et franchement, il y a des morceaux quand tu les écoutes, t'as pas envie de te prendre la tête. Non, en vrai, ça passe en club. Elle avait un flow en rap quand même. Elle avait travaillé un flow. C'est quand ça, même. elle avait la voix. C'était pas le pire des flows. C'est ça. We ain't gonna lie. Voilà, c'est ça. Elle avait une pire des équipe. flows. Quand tu captes un petit peu, par exemple, une Bad Baby, tu vois qu'il y avait quand même une équipe autour d'elle qui lui a permis de faire quelque chose de à peu près décent. Mais quand tu regardes Woviki, Je sais même pas de qui je parle. Woviki, c'est qui? Je sais pas qui c'est. c'est. La blanche blonde qui disait qu'elle était noire. Ah, ça me revient. Elle a genre pas un accent country et tout. Elle a un accent un peu Seigneur, street, je savais pas street qu'elle country. rappait. Elle s'était mise à rapper et elle s'était battue avec Bad Baby. D'ailleurs, elle avait corrigé Bad Baby là. Elle avait corrigé Bad Baby dans un studio. Maintenant, tu vois que des Renault qui sont autour qui la regardent. Laissez-les stop. Laissez-les stop. Non. À l'époque, ça aurait créé World Star. Ouais, de ouf. Putain, ils sont passés Donc, où, il y a eu ça. Bonk à la Je base. le déteste en vrai. Toutes les dingueries qu'il faisait sur les réseaux sociaux, c'était pour faire connaître sa musique. Vous vous rappelez de ce qu'il avait fait chez No Jumper là? C'est En quoi, fait, il quand avait rien fait. En fait, c'est pas qu'il avait fait. Enfin, si, il a fait. Genre, quelque il a chose. failli s'évanouir chez nos Jumper. Voilà, shout out to the homie Bonk. Boom, il se cogne et tout. Donc, t'as ça. T'as eu Lil Tay, elle a jamais vraiment rappé, mais elle devait rapper. Mais comment déjà on peut autoriser qu'une petite de 9 ans se mette à se dire rappeuse et que tous les rappeurs la valident? Elle était avec Chief Keef, avec tout le monde. Genre, ah, la petite était là, oh, moi je flex plus que toi, plus que truc. Donc, en fait, la visibilité sur les réseaux sociaux, les bêtises ont pris le dessus sur la musique, en fait. C'était le personnage qui avait plus d'importance. Il y a un artiste qui était un peu entre les deux, que j'ai aimé la musique, mais je me sentais coupable d'aimer. C'était TK47. TK47, le son était lourd de fou. Mais en fait, le son, il pétait de ouf quand il est parti comme ça. Arrête. Le son il pue, mec. C'est t'es sérieux? Bah, arrête, gros. Je trouve pas qu'il pue quand même. Le son il pue, gros. Ouais. Oh Quoi là là. Comment The Race, là. The Race. Arrête, gros. Il est c'est- éclaté. C'est nul. Mais arrête. C'est Arrête. nul. La vérité, je vous Marc, le t'es dis. pas d'accord? Je te jure. On a même pas... Putain, t'es un boomer aujourd'hui. T'es un... Ouais, là, quand vous me voyez, je suis un grand boomer. Voilà, je le Putain. Ah ouais, mais toi, t'étais le mec, t'étais dans le turfu avant. Non, mais... Toi, tu disais bien, on écoute Max Beast. Aujourd'hui, Ouais, t'es là, j'avoue. gros. Kodak Black, tu bloques, mon Mais frère. attendez, vous voulez comparer Max B à TK47? On est en... Non, c'est vrai, faut pas comparer. Ah, voilà. Max B, c'est Max C'est B. pas ce que je suis en train de faire. Écoutez Je suis en Max train B de si vous avez dire pas que écouté Max B. T'as plus du tout de vision, gros, sur l'avenir. Maintenant, t'es devenu un vieux, mon frère. Ça y est, Je sais pas si j'avais une vision. vision sur TK quand même, t'abuses. Mais. Non. Tu arrives avec The Race. En tout cas, celui qui a une vision, il s'est trompé. Mais j'avoue, ouais, le mec, il serait revenu en principe, il y avait moyen qu'il fasse Mais quelque gros, il chose. serait... mais je vous dis la vérité, il serait encore dehors. Je pense qu'il aurait eu quelques hits. Hein. Bah, en vrai, il y a moyen. Il avait une attitude, il avait tout, gros. J'écoutais tout le temps le son. Moi, je voulais miser sur un petit qui s'appelle Booba Savage. Je voulais miser sur lui. Ah, ça me dit quelque chose. Et son premier morceau, il était produit par Taiki. Ah, t'es qui? Non, Ok. non, Ça commence non, déjà c'est pas par Taiki, c'était par le mec là. Ah, j'ai oublié son tag, mais bref. Oh, Killy, je sais plus que c'est. Ouais, je sais plus. Bref. Et franchement, il avait un bon morceau. C'est un jeune, un petit de New York et tout. Même il s'était embrouillé sur Insta avec un petit Babtou. Ils étaient là, ah, fuck you à chaque fois. Et en vrai, il est rentré dans le rang et j'étais déçu. Et en fait, lui, j'aurais voulu que ce soit ma porte d'entrée dans le Cloudera. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et du coup, parce qu'il est rentré dans le rang, il a pas pété comme je le voulais. Ouais. En fait, vraiment, j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit, tous ces mecs-là, non, laissez-moi. C'est pas pour moi. Et Mec, tu rates un truc avec Kodak Black. peut-être. C'est le nouveau James Après, Brown. après, Le nouveau James Brown, quand même. après, je Mais pense, il y a je pense quoi que pour Kodak, c'est, Ouais. C'est la barrière de la voix. au début, c'était la barrière de la voix. Ça, je peux faire abstraction parce que j'écoutais Max B. Donc, Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que c'est pas mais de Max problème. B, sa voix avait trop de trucs. Gros. Comment
Franchement, il a je donné sais. à tout le monde le pouvoir de chanter. Non mais pour moi. je sais. merci. Et imagine un petit peu les gars qui écoutaient du Wu-Tang, etc. Voir Max B arriver. Pareil. Ouais. C'est quoi ça Non, comme mais moi, style, j'étais ça là. Oh, il faisait de la barbecue musique. je te jure, Non, mais ça va être c'est très que- bien, mais c'est C'était c'est incroyable. bien. Non, c'était incroyable. En fait, je pense que pour Kodak, genre mon vrai blocage, c'est l'humain. Ouais. C'est pas la musique, c'est l'humain. Tu vois, c'est toutes les dingueries qu'il a faites, etc. Moi, ça me bloque d'aller l'écouter. Après, Le Nipsey, ça t'a tué aussi, je crois que c'était. ouais, c'était pas cool. Mais après, libre aux gens. Comme je dis, les humains, ils ont une géométrie bon, hein. variable. Ils peuvent écouter ce qu'ils veulent, malgré ce que les autres, malgré le fait que les gens On est fassent dans le des rap, ils font dingueries. tous des dingues. Ouais. Voilà, non, mais c'est exactement ça. Mais lui, particulièrement, Ouais, tu l'aimes comme pas. je suis pas vraiment fan de sa musique, le fait qu'il ait fait des dingueries sur l'aspect humain, ça m'a vraiment bloqué. Ouais. Mais encore une fois, il y a plein de mecs qui ont fait des dingueries que j'écoute. Ouais. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être que c'est des choses. C'est un débat qu'on aura peut-être un jour. Mais moi, j'ai pas ce truc-là parce que je pense que chaque humain a sa géométrie etc., etc. Il y a des gens qui écoutent encore R. Kelly. Bon, libre à eux. Tu vois, moi, j'écoute pas. Bref. C'est difficile d'arrêter, hein, je te le dis. Hein. Moi j'ai arrêté, mais je te jure, c'est dur. Non. En fait, c'est En fait, c'est pour ça que je suis pas dans le Ça devrait être jugement. un sujet. Ça devrait être un sujet d'un podcast, ça. Ouais. Alors, c'est exactement ça, parce que Ça je pense mérite que moi j'ai toute beaucoup de une choses heure à dire entière, là-dessus. Et je pense que ça peut susciter le débat, parce que moi j'ai un avis particulier là-dessus. Et Bah je oui. vais en parler. Parce que je pense pas, j'en veux pas à quelqu'un qui a pas arrêté d'écouter un R. Kelly. Bah, aujourd'hui, je suis pareil. Ah, J'en veux absolument pas. Et à un moment donné, j'étais un peu dans ce truc-là. Et en fait, en réfléchissant bien, c'est débile de faire ça. En fait, Mais on en reparlera. Mais je te laisse ce finir. que je veux dire, c'est que moi, au début, j'étais comme ça. Et après, en me regardant, je me suis dit, mais j'écoute des mecs qui ont fait peut-être des trucs aussi pires, voire plus. Donc, qui je suis, moi, dans ma position de regarder, de blâmer, de juger les gens, de dire, ouais, hey, t'écoutes R. Kelly. Donc, en fait, encore une fois, libre aux gens d'écouter ce qu'ils veulent. Après, tu sais, c'est en ton âme et conscience. Ouais, et puis on en reparlera parce que j'ai pas envie de spoiler, du coup ça fait un sujet de podcast. De Mais, ouf, ça, là, je dis rien. je te donnerai mon avis là-dessus. Mais pour moi, j'ai aucun problème à ce que tu écoutes un R. Kelly ou un De toute façon, autre. j'écoute que sur le midi. Même si je l'écoute pas là, comme ça, là, tout de suite. Tu vois. C'est pas toi qui vas Ouais, aller à son et bah, concert, Gros, carrément. il met des chassés à ses danseuses. Il fait du saute-mouton sur ses danseuses. Ça, c'était drôle quand même. Mais cette vidéo, elle est Non, le incroyable. saute-mouton, Il fait c'est du incroyable. saute-mouton. C'est l'extrait d'un clip, c'est incroyable. Attends, le saut de poutou, il est incroyable. Tu sais, c'est vraiment. Saute-mouton violent. Tu sais, c'est vraiment genre en mode, hey, plus- c'est moi la star, pousse-toi. Hop, il saute. Il a sauté et puis il a montré le doigt. Incroyable. Putain, Incroyable. on a notre gars de la prod là, il sait pas du tout de quoi on parle là. Je te montrerai la vidéo après, frérot. Ok, Tu je vas vous laisse comprendre. entre vous, les gars, ce sera votre truc. Mais ouais, non, mais pour revenir à ce que je disais, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans cette époque, c'est l'expérimentation en termes de musique, c'est la liberté créative qu'il y avait à cette époque-là, et aussi les canaux de distribution qui ont été complètement exploités. SoundCloud, Instagram, tu as des artistes qui ont pété grâce à ça et qui l'ont exploité au maximum. Et les premiers artistes de tête qui ont vraiment pété grâce à Instagram, c'était des artistes de cette époque-là. Trippie Redd, il a commencé à se faire connaître comme ça. Enfin bref, pas mal d'artistes se sont fait connaître comme ça. Et même... par contre, le truc, bah du coup, ce que je disais, parce que là j'étais encore sur les trucs positifs, le truc qui est négatif, c'est que c'est la génération qui a compris que l'attention était plus importante que la musique. Ça, c'est une très mauvaise chose, du coup. En fait, bah ouais, c'est ça. exactement. Quand tu commences, c'est pour ça que tu as eu une Lil T, c'est pour ça que tu as eu un Bonk, c'est pour ça que tu as eu des artistes qui ont commencé à aller sur des locks rouges avec des tatous partout sur le visage. Tu as eu le rappeur, là, j'ai oublié son nom, qui se disait Clone. Ces choses-là. On a eu un copycat de Young Thug. On a eu un copycat Ça de s'appelait Young King, Thug. je me rappelle. On a eu Ouais. tous ces artistes-là qui ont commencé à mettre le paquet sur l'entertainment pur des réseaux sociaux au lieu de se concentrer sur la musique et sur la vision aussi des choses. Et ils se sont concentrés surtout sur un public rap, en réalité, qui était hyper jeune. C'est un public qui va entre 12 et peut-être grand max 25 ans. Et à l'époque, 25 ans, c'était même beaucoup. Non, je dirais plutôt 22. Mais c'est ça. Donc, Mais la plupart entre- d'entre eux, ils n'avaient même pas forcément écouté du rap. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment commencé à écouter du rap Ah ouais, c'est ça. à partir de ces Eh bien, gars-là. bien sûr. Moi, Tu vois moi il m'arrêtait dans la rue. Moi, je l'ai Ouais, vu. ouais. La différence et l'évolution de mon audience. C'est-à-dire, déjà, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont grandi, et j'en parlais tout à l'heure. Ça y est, ça fait quand même presque 5 ans, je crois que je suis là. Donc, il y a des gens qui ont fait le lycée avec moi et qui étaient même plus jeunes et qui m'arrêtaient avant. Avant, je me rappelle, c'était un peu, tu vois, ça pouvait être des kids en mode suprême, trasher, etc. Le mec, il a 12 ans, il vient me voir, ah, j'adore ce que tu fais. Et aujourd'hui, t'as surtout des vieux, tu vois, genre, entre guillemets, des gens qui ont 35, 40, etc. Et en fait, bref, tout ça pour te dire que
ils ont visé un public très jeune, ils ont pas eu de vision, ce public-là. C'est-à-dire qu'ils étaient que sur les réseaux sociaux. Et il y a autre chose qui a fait dire aux gens que c'était la pire époque, c'est que c'était la première génération qui ne respectait pas les précédentes. C'est-à-dire que quand tu regardes un Lil Yachty ou un Lil Pump dire fuck J. Cole, ou à Lil Yachty dire Biggie, c'était pas terrible, ou Lil Xan qui parle de Tupac, Lil Xan qui parle de Tupac, ça, ou Kodak Black dire qu'il est meilleur que Tupac et Biggie. C'est pour ça que tu le détestes aussi. Tu vois, il a fait un projet. Ah, j'avais pas entendu ça. Ah, mais okay. du coup, j'ai une bonne raison de le détester maintenant. Merci beaucoup. De plus, c'est parti. Et donc, moi, je pense que c'est ce manque de respect avec les générations précédentes. Il n'y a pas eu ce besoin de connecter avec le passé pour continuer à faire vivre la culture, qui a fait que les gens de l'extérieur se sont dit mais attendez, c'est quoi ces générations de petits cons? Après, est-ce que ça faisait pas, excuse-moi de te couper, est-ce que ça faisait pas partie justement de ce clout, de justement se mettre à dos les générations? Tu vois, par exemple, un mec comme J. Cole, des mecs comme Drake, quand ils arrivent, ils sont adoubés par l'ancienne génération, parce que eux-mêmes sont reconnaissants en mode ouais, vous avez marché pour qu'on puisse courir. Là où les mecs du clout, ils sont en mode nous, on sait faire nos trucs par nos propres moyens et on n'a pas besoin de vous, on vous emmerde. Donc je pense que dans l'idéologie, je suis pas dans leur tête, mais je pense que dans leur idéologie, c'était volontaire de faire ça pour se dire ça va faire parler. Je pense qu'un mec comme Lil Xan, il a peut-être jamais écouté Tupac de sa vie, peut-être qu'il connaît les hits, mais pour lui, c'était une façon de lui d'avoir un article sur Complex, sur Intel, sur Hypebeast, etc., quoi, de voir, ouais, Lil Xan a mal parlé de Tupac, et du coup, les gens, même que tu parles d'eux en bien ou en mal, ils vont quand même aller faire ce travail de dire « Ah, mais c'est qui ce Lil Xan ? Je vais quand même aller écouter ce qu'il fait. » Donc même si moi, je donne un stream à Lil Xan et que demain, je dis « Mais il a critiqué Tupac et que ça pue », je lui ai donné un stream. Alors imagine une centaine de milliers, 1 million de personnes qui ont cette démarche de dire « Je vais aller écouter ce qu'il fait pour confirmer qu'il pue. » Ben, 1 million de streams, c'est de l'oseille, gros. Au final, ça reste de l'oseille. Donc, en fait, ils ont poursuivi dans ce truc-là, sauf qu'à un moment donné, le rap, c'est je vais dire, une institution, un peu. Ouais, on est un peu comme le Real Madrid, et au Real Madrid, il n'y a aucun joueur au-dessus de l'institution. Un mec comme Cristiano Ronaldo, c'est une légende là-bas. Mais gros, t'as fait une dinguerie où t'es pas content, et tu dégages. Et ben, c'est pareil. C'est-à-dire que t'es dans le rap, il y a des codes, il faut respecter les anciens. On ne demande pas d'aller... C'est ce qui s'est passé, justement, par rapport à... Je vais prendre l'exemple de Lil Xan et de Kodak Black. Kodak Black, ça remarque sur Biggie et Tupac. Tu sais, les gens le prenaient un peu pour un con. En vrai, il faut dire. Les gens l'ont pris pour un con. C'est pour ça que les gens n'ont même pas réagi. Mais quand il a fait le commentaire sur Lauren London, par contre, T.I. il a réagi. Bien sûr. Il a retiré du musée de la trappe d'Atlanta. Il a retiré toutes ses pièces. Et vraiment, il y a eu aussi des frictions sur les réseaux sociaux. Mais c'était difficile de cancel un artiste comme Kodak Black qui avait une grosse audience déjà qui le suivait. Par contre, un Xan, c'était fragile à la mort. Et ils ont pu s'en débarrasser assez facilement parce qu'il avait un hit et il vivotait en réalité. Tu vois. Et c'était pas un artiste, un vrai rappeur. Donc dès qu'il a dit sa dinguerie, ils nous ont regardé, ils ont dit mais toi, t'es qui, toi? Ils l'ont dégagé, tu vois. Mais ouais, non, t'as totalement raison. Il n'y a pas ce besoin de connexion avec le passé. Et des gens qui ont toujours écouté du rap à ce moment-là se sont dit déjà, on perd pied. Et en plus de ça, il y a moyen que là, ce soit la fin du rap que l'on connaisse. Et si les gens de la culture même ne font pas le pont avec le passé, eh ben, c'est sûr que dans le futur, ça va disparaître, tu vois. Et moi, je pense que c'est l'une des rares fois, je pense que tu as l'époque 2008 et 2011, et je pense que tu as totalement raison quand tu parles de cette époque-là. Mais encore, à cette époque-là, il y avait l'électro qui venait chercher le rap parce que le rap avait une force. Ça donnait de la musique de merde, mais au moins, il y avait le besoin du rap. Là, c'était le rap qui existait avant, c'est grave de la merde. Donc, en fait, tout ça pour conclure. Alors déjà, finalement, vous êtes beaucoup plus nuancé que ce que je pensais. Non. Toi, ouais. Alors, c'est nuancé, même si tu as été quand même... Non, moi, j'ai mon avis tranché dessus, mais j'admets qu'il y a eu des choses... Il y a de la positivité dans ce qu'ils ont fait. Mais je pense que moi, de toute façon, j'essaie toujours de pas me mettre des barrières de toute façon musicalement et d'essayer d'écouter. Il y a toujours du bon partout en fait en réalité quand tu cherches, tu vois. Toi, je savais que Marc t'allais être cool avec ça. Mais Marc, c'est quelqu'un qui... Moi, j'ai pas trop ça. Non, franchement, j'essaie. Après, il y a des choses où j'ai des avis arrêtés de ouf. Il y a des choses où j'ai des avis arrêtés de ouf. Mais
c'est vrai qu'en Un tout mec chelou, cas, parfois. ce serait dommage déjà d'arrêter déjà toute sa période à ces personnes-là, et même dans ces personnes-là, de s'arrêter à tout ce qu'ils ont pu faire plutôt qu'à ce qu'ils ont apporté dans le rap et musicalement ce qu'ils ont été capables d'apporter aussi dans la musique, tu vois. Après, juste pour dire, parce que Oui, je voulais juste oui, rebondir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la collection, et ça, je trouve que c'est vrai de fou, et c'est pour ça aussi que ça a aussi bien collé à leur audience, parce que leur audience est arrivée un peu au même point qu'eux, tu vois. Ils ont les mêmes références qu'eux. C'est comme si le rap, pour eux, il avait commencé à Young Thug, et avant, il y avait que Kanye West qui était là, et après, il y a plus rien du tout, tu vois. Et toutes ces personnes qui essaient de faire quelque chose de différent, c'est forcément des personnes qui portent des baggy aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça a créé encore plus cette connexion, et un truc que je trouve dommage aujourd'hui, c'est la récréation de ce qu'a été l'histoire du hip-hop, ce que les personnes ont représenté dans le hip-hop dans le futur, tu vois. Par exemple, à la trappe, qu'on donne tout à Gucci Mane, par exemple, aujourd'hui, parce que Gucci Mane était déjà dans cet état d'esprit que eux ils sont aujourd'hui. Ouais, tu mais vois. en fait, c'est le mec truc, qui les moi je l'ai représente toujours le dit avec plus. Gucci Mane et j'en parlais avec des gars qui ont le même âge que nous, des experts et tout, enfin des experts, des fans qui suivent la culture depuis très longtemps. En vrai, nous on le sait. Les gros fans de Gucci Mane qui ont. Soit c'est des kids. Ouais. Quand je dis des kids, maintenant ils ont grandi. Ouais, ça bah fait oui. 5 ans, mais disons que c'est la génération. Si t'écoutais vraiment de la trap ou du crunk en 2006, 2005, 2007, tu sais très bien que Gucci Mane c'était pas si big. Ouais. Mais En fait, c'était que des mecs qui étaient dans les îles. J'ai remarqué aux Antilles, ils étaient chauds. En France, c'était vraiment ceux qui étaient dans le truc, mais il n'était pas si chaud que ça. En gros, je vais le dire comme ça, la plupart des fans de Gucci Mane, c'est des mythos. Voilà. Merci. C'est des mythos. Voilà. je suis d'accord. Ça fait des années que je le Je suis d'accord. Non, on le sait, gros. Non, mais On moi, sait. je suis d'accord. T'écoutais Lil Jon, t'écoutais Young Jeezy, t'écoutais Bone Crusher, t'écoutais ces gens-là. T.I. parce que je vois T.I., qu'on l'a c'était pas le mentionné roi, une fois, tout je suis désolé, c'était le roi T.I. Mais les gens se posaient même pas la C'était question. le roi T.I. de la trappe. Les Mais gens se posaient même pas. On le sait. Les gens se posaient même pas la question sur T.I. Aujourd'hui, quand je vois les petits parler Gucci Mane comme si c'était un dieu. C'est même le petit de Jeezy aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais bien sûr. Ça n'a aucun Bien sens. sûr. Mais par contre, là où je suis d'accord, et je le redis, je le dis dans toutes mes vidéos, je le cite à chaque fois, Gucci Mane, il était populaire, mais de façon nichée à Atlanta, dans les îles. Quelques gros fans de rap, mais comme il rappait à l'époque, les gens, ils s'accrochaient pas. Mais par contre, ouais, son influence, gros, il n'y a même pas de comparaison. C'est l'un des gars qui a le plus d'influence dans le Peura, en général. Et il n'y a aucun problème de Young Thug au Migos et tout, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'ils arrêtent les gens. Ouais, Frère, musicalement, les fans de c'est Gucci pas... Mane, ils étaient jeunes. Hein. Ouais. Moi, les mecs, ils écoutaient toutes les 50 tapes là, de Gucci Mane, c'était pas des mecs de notre âge. Hein. Jamais. Ouais. Franchement, après, il y a toujours des sons de Gucci Mane qui étaient lourds. Lemonade et tout, tu vois, on connaît. Ouais, tu on aimait vois, bien. Si on passe ça dans Shine Même le son avec Blockaz. Mario, là, le single avec Mario. Même ça, c'est des trucs que les gens calculent même pas. Big mais on Boy les et écoutait. tout ce qu'il a fait avec sur Shine Blockaz et tout, c'était lourd, tu vois. Mais c'est vrai que, du coup, il y a ce problème de reconstitution de l'histoire. Mais justement, on est avec des rappeurs, justement, qui, eux, strictement, n'en avaient rien à foutre. Ils n'avaient pas à faire ce travail non plus de leur côté, des fans, tu vois. Ouais. Donc, forcément, ça crée un lien en plus et un fanatisme en plus où on se dit, c'est nous, c'est notre drapeau, tu vois. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur l'ère du cloud rap et de la cloud era. Je suppose que les gens vont rebondir et ont beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai hâte de voir les commentaires, hein, parce que franchement, il y a pas mal de choses qu'on a encore laissées libre au débat, entre guillemets. Ouais. Donc là, on peut entamer un deuxième sujet, et un deuxième sujet en réalité qui a un lien direct avec le premier sujet, parce que c'est l'ère qui a succédé à la cloud era. C'est l'ère de la rue. Et la question que j'allais vous poser et qu'on va tenter de répondre ici, c'est est-ce qu'on est à la fin de cette époque-là, à la fin du rap street? Alors, je vais réexpliquer aux gens en termes d'années, etc., parce que je me suis rendu compte que j'étais très bon là-dessus et les gens n'ont pas forcément suivi. Et d'ailleurs, même vous, peut-être que vous avez besoin de ce petit rappel. On va dire que le cloud rap tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a décrit, on va dire qu'il se termine en termes de popularité fin 2019 à peu près. Courant 2019, tu as des artistes qui pètent, qui sont des artistes rap très classiques comme DaBaby, Megan Thee Stallion, Jack Harlow pose les premières briques de sa carrière. Pop Smoke. Pop Smoke qui arrive, et justement Pop Smoke, quand il arrive, il utilise une culture qui est la culture de la drill, la drill qui vient de Chicago, ensuite qui a été à Londres et ensuite qui a été repris à New York. Donc il arrive avec ça, donc c'est l'ère un peu Pop Smoke, et c'est l'ère justement où le rap street commence à prendre de plus en plus d'ampleur.
Donc on rentre en 2020, 2021, c'est vraiment l'époque du rap street. Lil Baby, Durk, Young Thug prospère comme jamais avec YSL. Tous ces autres rappeurs-là, enfin bref, vous avez compris, hein, tous les rappeurs de la rue ont une grosse popularité. Moi-même, dans mes statistiques et dans les vidéos qui sont les plus populaires, je me suis rendu compte même que les sujets rue avaient de plus en plus d'intérêt auprès de mon audience. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de demandes autour de vidéos sur la rue dans les alentours de 2020. Parle-moi des gangs, parle-moi de ceci, parle-moi de cela. Et moi, de mon côté, justement, j'ai toujours une retenue de parler des gangs parce que je voulais pas entrer dans un espèce de voyeurisme débile, en fait. Genre, ouais, les gangs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand je fais mes vidéos, j'essaie toujours de me dire, c'est comme si j'étais aux US et que les gens pouvaient m'atteindre. C'est bizarre de le dire comme ça, mais j'ai envie d'avoir cette honnêteté-là en me disant, OK, je vais parler comme si le gars sur qui je suis en train de faire la vidéo pouvait regarder ma vidéo. Donc, c'est pas comme si j'avais de la distance. Donc, si j'étais aux US, je sais que je ferais pas des vidéos sur les gangs et sur les Bloods. Bêtement, en fait, comme ça. En fait, il faut qu'il y ait un lien avec la musique. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs Affiliated. Et ça correspond justement à cette époque-là, ce besoin de l'audience d'en savoir plus sur la rue. Mais moi, en même temps, je veux rester dans la musique et rester dans la partie culturelle. Donc, j'ai réussi à faire tout ça. Donc, tout ça pour dire que on est rentré dans cette époque de la rue-là. Et on est en train de s'apercevoir de beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est qu'il y a de plus en plus de sons street. Beaucoup d'artistes street, d'ailleurs, qui n'arrivent pas à aller très loin dans leur carrière. Je pense que vous n'avez pas trop suivi. Marc, peut-être, en a entendu parler, étant donné qu'il suit à peu près tout ce qui se passe. K-Flock, Oui. qui était normalement l'artiste qui devait reprendre le flambeau, entre guillemets, de Pop Smoke, donc le rap drill de New York. Ah, c'est pas Fivio? Fivio, il a pas tellement de popularité auprès des kids. Okay, ouais. Et comme tu le sais, le rap, c'est un sport de jeunes. K-Flock, NBA Youngboy, Durk, c'était vraiment les artistes que les kids écoutaient normal, tu vois. Genre Fabio, tu sens que l'industrie l'aide beaucoup à péter, même s'il a une popularité à New York, je dis pas, hein, mais c'est pas comme K-Flock. K-Flock, c'est organique, tu vois. Ouais. Et là, il est en prison et pour meurtre. Pour meurtre. Tentative de meurtre. Ouais. Ou tentative de meurtre, il faudrait que je regarde. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à faire peut-être une vidéo sur lui. Mais donc, il y a cet artiste-là. Là, on a suivi ce qui s'est passé. On en a parlé d'ailleurs dans le premier podcast sur YSL. Alors, il y a YSL. Là, il y a le procureur là, qui a annoncé qu'il y aurait encore 2 autres rappeurs qui vont probablement tomber. On ne sait pas c'est qui, mais il y a beaucoup de gens qui se disent que ça pourrait être Lil Baby qui pourrait tomber, et c'est pas totalement faux. Après, il y a 2 gros profils, donc en vrai, on ne sait pas, tu vois. On ne sait pas c'est qui. Mais c'est vrai que c'est ce qui ressort. Mais quand tu regardes Lil Baby en ce moment, je ne l'ai jamais vu faire autant de déclarations positives. C'est-à-dire tout ce qu'il fait en termes d'associatif dans la ville, même dire, OK, j'ai pu dire le mot négro parce que ça me gêne quand mon audience blanche le dit, c'est faux. On sait très bien qu'il s'en bat les couilles. C'est juste qu'il veut se donner une image positive et montrer justement aux gens qu'il est en train d'évoluer dans le bon sens. Et enfin, c'est ce que je pense. Hein. J'aimerais que ce soit pas lui. Hein. J'aime beaucoup Lil Baby, comme vous le savez, etc. Mais c'est assez grossier, on le voit. Tu vois, on voit ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a plusieurs autres rappeurs qui vont tomber. Donc, la question que j'aimerais vous poser là, c'est est-ce que vous pensez que le rap street est terminé ou pas? C'est une question qui est très large. Ouais. Bien sûr, ça appelle à ce que vous ayez des réponses très nuancées, mais j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Moi, c'est évidemment nuancé, en fait, parce que de toute façon, la base même de la rue, c'est que ça vient de la rue, le rap de la rue, en fait. Et je pense que c'est pas comme avant où on pouvait complètement stopper un mouvement musical parce qu'il y avait un label derrière qui arrivait, en fait. Aujourd'hui, maintenant, on parlait beaucoup du cloud. La musique dépend beaucoup d'Internet, de ce qui ressort, en fait. Et du coup, je pense qu'on se retrouve dans une période où les labels, à l'époque, ils ont raté le coche au début quand les artistes d'Internet arrivaient. Ce qui fait que les artistes ont appris à s'en sortir tout seuls, ce qui n'a pas aidé les labels au début, qui étaient toujours un pas derrière. Tu vois. Maintenant, ils arrivent à un stade où ils ont réussi à un peu équilibrer. Du coup, est-ce que les labels vont perdre l'opportunité d'avoir un rappeur street dans leur rang et de pouvoir faire sa promotion et tout. Surtout qu'il y avait un truc que French Montana il disait qui était plutôt intéressant. C'est vrai que tu en parles. Ouais, j'étais sûr que tu allais en parler aussi de toute façon, mais le côté où maintenant les labels ils prévoient des assurances-vie entre guillemets sur les rappeurs au cas où il leur arrive quelque chose. Ça veut dire que je pense que
De toute façon, je pense qu'on est vraiment sur deux trucs. Soit le rap street, ils vont faire en sorte de le couper parce qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, c'est vraiment pas rentable. Soit ils vont trouver un moyen de s'assurer du fait que même s'il se passe quelque chose dans le rap street, que ça n'impacte pas leur business et que du coup, ça continue. Parce qu'en réalité, que les labels suivent ou ils suivent pas, le rap street continuera à perdurer en fait, il continuera à avancer, tu vois. Et je pense que de toute façon, tout ce qui se passe au niveau des tueries et ce genre de choses-là, c'est parce que justement ces personnes-là, elles sortent des sons, elles viennent tout juste de sortir de la rue, elles ont toujours un esprit dans la rue, elles ont toujours un pied dans la rue, ces personnes-là, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait la transition musicale entre ceux qui représentent pour la rue et ceux qui représentent pour les gens, ils l'ont pas encore, tu vois ce que je veux dire? Donc on se retrouve dans un cas comme ça où ben, c'est la merde, où le rap street justement il est perdu et ben, en fait les personnes ils disent que le rap c'est ce qui provoque ça en fait, tu vois. Et donc, toi, ce que tu dis concrètement, c'est que le rap street va continuer à exister, Moi je pense que ça mais continuera. à moindre, avec moins de visibilité, avec moins de moyens de la part des maisons de disques. Bah, je pense Même qu'il y a pas. moyen. En fait, c'est vraiment l'un des deux. Soit ce sera comme ça où vraiment les maisons de disques ils vont vouloir se retirer parce que ça leur fait perdre trop d'argent. Et puis même, parfois, l'artiste street, il va sortir de prison, il va revenir et ça va finir comme Bobby Shmurda. Et là, du coup, c'est un cas horrible, tu vois. Ou bien sinon, ben, ils vont trouver des moyens de s'assurer et de quand même suivre le mouvement. Parce que si les artistes sont capables de gagner de l'argent sans eux, ben, au bout d'un moment, ils se retrouveront derrière et... le but même des labels et le fait de rechercher de l'argent du côté des labels, ben, ils vont le perdre un peu de leur côté, tu vois. Julien? Moi, pareil, je suis nuancé, mais je vais avoir une autre approche. Culturellement, et dans l'histoire du hip-hop, etc., le rap, c'est un truc qui vient de la rue. On est d'accord sur ce point, y a pas de problème. Donc je pense qu'en fait, le rap de rue va jamais mourir. Parce que tu peux pas... Je vais juste apporter une toute petite nuance. C'est pas juste la rue, c'est spécialement un rap meurtrier. En fait, Ouais, je vois ce que tu veux j'ai dire. dit rap street, mais je voulais surtout dire. Je vois ce que tu Voilà. veux dire. Même sur cette petite nuance que tu apportes, je pense que ça va pas disparaître. Ça va peut-être être moins mis en avant, ce sera peut-être moins streamé, etc. Parce que ça Moins de engendre... moyens mis en. Voilà, parce qu'il y a moins de moyens. Mais quand je reprends ce que tu dis, où French Montana dit que les labels veulent mettre une assurance vie, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent que ça perdure parce qu'ils savent que ça rapporte, parce que au-delà de l'aspect meurtrier, ça reste du rap et ça reste un moyen de représenter des gens. Tu vois, ça reste un moyen de représenter des gens. Je pense que pour des sets, pour des gangs, c'est un moyen pour eux de blanchir de l'oseille. Tu vois, ça joue. C'est pas on va pas ouvrir des bars tabac, des trucs, Ouais, des salons de je vais en coiffure, parler, je etc. vais rebondir là-dessus. Donc, je pense que ça va pas vraiment mourir. Mais les labels, l'État, peut-être, le gouvernement, va faire en sorte, là on parle des États-Unis, va faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient plus réglementées pour que le mouvement soit pas propagé comme un Pop Smoke. Tu vois, je pense qu'ils voudront pas qu'il y ait un nouveau Pop Smoke qui débarque. Tu vois, Pop Smoke, quand il est arrivé, je pense que tout le monde le sait, ça a été un raz-de-marée incroyable. En plus, il arrive avec un nouveau flow, il arrive avec un nouveau truc, il revient avec la drill. C'est un raz-de-marée. S'il ne s'était pas fait fumer, ce serait... De toute façon, c'était une superstar. C'était une superstar. Et ça le sera toujours aux yeux des gens. Si c'était pas fait fumer, Ce sera encore. ce serait encore beaucoup plus C'est big. ça qui est encore dommage mieux, avec pardon, toute Tu la vois, génération ce entre serait le Clark big et ça. encore. Et je pense que ils veulent pas. Je pense que l'industrie va pas vouloir réitérer ce truc-là parce que ça finit toujours comme ça. Tu vois, même un mec comme Tupac, à un moment donné, il est devenu huge, mais c'était au-delà du rap, c'était politique, c'était un mec tellement fort. Après, chacun se fera son idée, mais voilà, avec les théories, etc. Ouais, il s'est fait fumer par le FBI ou quoi que ce soit. Mais ils l'ont éteint. Biggie, il est devenu huge, à un moment donné, pareil, il représentait tout un truc, ils l'ont éteint. Et je pense que n'importe quel mec, n'importe quel rappeur qui va devenir huge grâce à ce rap meurtrier va connaître la même destinée que les trois précédents que j'ai cités. Tu vois, c'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, quand tu rappes la rue et que t'es vraiment dedans, comme Kerry James il a dit, t'as que deux issues, c'est la mort ou la prison. Ouais. Mais après, tu as cité Biggie et Tupac, c'est plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé. Voilà, c'est pas des rappeurs. Enfin, Biggie, moi, je verrais plus comme un Ouais, mais artiste. c'était Oui, un artiste non, mais qui faisait la fête. Oui, clairement. voilà, bien Ouais, sûr. c'était ça. Mais dans le sens où ça reste des mecs qui viennent de la rue, même si c'était pas un mec qui faisait la promotion du meurtre, etc. Ouais. Ça vient de la rue et je pense que, encore une fois, l'industrie va pas retenter le coup de refaire d'un un rappeur
qui vient de la rue, un mec énorme. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que c'est pas nécessairement les labels, pour ma part, qui font les artistes. Maintenant, c'est Internet qui les choisit, c'est le public qui choisit le Aussi. nouveau champion. Ah, je suis d'accord. Et en fait, c'est les gens qui font les nouveaux champions. Et en fait, le mouvement s'arrête quand il se passe des choses, quand il se passe des événements graves à répétition. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Pour ce qui est de l'ère SoundCloud Rap, pour revenir là-dessus, ce qui, à mon avis, a ralenti de fou le mouvement, c'est les morts sous codéine, enfin les morts sous drogue, les overdoses, globalement. Quand t'as un Lil Peep qui meurt, quand t'as un X qui meurt, quand t'as un Juice WRLD qui meurt, ces trois-là, c'est déjà suffisant à ralentir un mouvement qui est en train de se développer. Ça, c'est un point qu'on n'a pas soulevé, mais c'est important. Là, ce que je pense, c'est que le mouvement peut se ralentir. Pourquoi ? Parce que les artistes soit meurent. Ah oui, 6ix9ine aussi, qui était en prison, ça aussi, c'est pour la SoundCloud era. Et pour ce qui est de ce mouvement-là, c'est prison ou mort. Prison ou mort, ouais. Pop Smoke, là on a K-Flock qui est en prison, on a Litigé qui s'est fait tirer dessus, YSL qui sont en prison, King Von qui s'est fait tuer, etc. Et j'en oublie même plein d'autres. Même K-Flock, enfin non, pas que je te raconte, pas K-Flock, Young Dolph. Young Dolph qui s'est fait fumer, tu vois. NBA Youngboy qui va en prison, en réalité, ça fait quelque chose au mouvement. Et en fait, il en est sorti, heureusement. Il en est sorti. Les vidéos sont incroyables. T'as vu les vidéos de ses fans? Ouais, non, mais donc, je voulais même faire une vidéo là-dessus. NBA Youngboy, il a des fans de malades. C'est l'un des phénomènes les plus intéressants du rap. C'est-à-dire vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Juste avant que tu reprennes, moi je pense aussi que tant qu'il y aura du voyeurisme, tout à l'heure tu parlais de voyeurisme, tant que ce truc-là persistera, tant qu'on aura toujours des, entre guillemets, des bandeurs de rue, je pense que le rap dont on parle là disparaîtra pas. Parce que justement, tu dis que c'est Internet qui donne la force, mais Internet donne la force justement par ce biais-là. Parce que ces gens-là, les gens en vrai, je pense à mon avis, les gens qui ont du voyeurisme sur ce rap meurtrier, c'est des gens qui vivent pas ce truc-là. Oui, c'est vrai. Je pense qu'un mec qui est dedans, ça le fait chier d'écouter des mecs qui disent ouais, j'ai fumé un tel, j'ai fumé un tel. Ah, gros, le mec, il veut avoir une belle vie, il veut avoir des enfants, etc. C'est juste qu'on est dans un milieu où il y a des gens qui vivent pas ça et ça les intéresse par le biais de la musique ou par le biais d'autres vecteurs de savoir comment ces mecs-là vivent, quel est leur style de vie, comment ils font, etc. Et tant que ces gens-là continueront d'exploser, et d'ailleurs, je rebondis sur le premier sujet, mais c'est justement des gens de la Cloud Terra qui viennent pas de ce milieu-là, s'intéressent justement au truc meurtrier. Donc, et comme il y a eu beaucoup de gens dans la Cloud Terra, de nouveaux auditeurs, et que ça continue à arriver, en fait, ça va être un cercle vicieux parce que eux, ils arrivent en masse et ils vont s'intéresser à ce truc de rue, donc ils vont continuer à avoir du voyeurisme, donc les mecs de rue vont continuer à pulluler, donc, et ça va faire, pour moi, ça va faire que comme ça. Même s'il peut y avoir des ralentissements parce que les mecs vont mourir, les mecs vont dire ah, j'en ai marre d'écouter des mecs qui meurent, etc. Mais tant qu'on est dans ce schéma-là, pour moi, ça va toujours exister avec plus ou moins de réussite. Voilà, ok. Non, mais c'est vrai. Mais sauf que moi, ce que je pense, c'est que à un moment donné, il y a des mouvements qui naissent et après, il y a le soutien de l'industrie. Et l'un des points les plus ouf et qui différencie cette ère du rap street aux autres ères du rap street, parce qu'en réalité, on a toujours écouté du rap plus ou moins street, 50 Cent, c'était street ou quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait... il y avait une certaine mesure, il y avait une limite avec la rue. C'est-à-dire que dans Many Men, 50 Cent va donner quelques noms. Ouais, un tel m'a fait ci, a fait ça, etc. Des trucs qui se sont passés dans le passé et qui pouvaient peut-être se passer un peu dans le futur. Mais si tu veux, tout son business n'était pas basé sur ça. Il voulait te faire rêver. Il était sur autre chose, 50. Il était dans une idée de... Il voulait s'élever au-dessus de sa condition, 50 Cent, tu vois. Tandis que, en fait, tu as un artiste comme Lil Durk aujourd'hui qui va parler de meurtre. Il sait que c'est ça qui fonctionne. Il sait que c'est ça que son audience demande. Et en fait, il va te parler de ce sujet-là en détail et il va... Franchement, quand tu écoutes sa musique, des fois, tu te dis, putain, il est en train de donner tous les détails sauf le nom des gens. C'est-à-dire, ouais, je regarde ta page, t'es toujours pas mort, j'ai pas envie de voir tous les jours. Quand je vous demande de choper un gars, comment ça se fait que vous chopez son pote? Enfin, il est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que tout son fonds de commerce est basé là-dessus. C'est ça qui l'a permis de réexister dans le paysage musical. Et c'est ça qui le permet de gagner en stream et en popularité. Donc, l'artiste a tout intérêt à rester dans ce sillon-là. Tandis qu'avant, c'était une étape. Jay-Z, quand il faisait le dealer, il a dit, ok, très bien, je suis un dealer, mais en fait, maintenant, je suis un businessman, tu vois. Or là, on est dans un truc où il reste là-dedans. Donc, il se complaise là-dedans. Et en fait, on se rend compte que les artistes en eux-mêmes,
eh ben, sortent pas totalement de la rue. C'est-à-dire un 50 Cent, quand même, il a fait ce travail de sortir un petit peu de la rue, de se dire, OK, là, c'est bon, j'ai fait ça. Maintenant, j'essaie de devenir un legit businessman. Tandis qu'un Durk, il a toujours une connexion avec O-Block, avec ses ennemis, et il est toujours en train de jouer avec ses ennemis, etc. Pareil avec Young Thug. Quand tu penses à Young Thug et à YFN Lucci, ils se font la guerre. Or, ils sont, je vais surtout parler pour Young Thug, il est au top de sa carrière. Donc, tu as un gars qui est au top de sa carrière, qui continue à faire la guerre et qui continue à avoir une connexion, c'est lui qui le dit, hein, dans la rue, via le gang qui représente, etc. Et donc, ça, c'est une situation qui était pas aussi commune, en fait, tu vois. Avant, les artistes, quand ils réussissaient un minimum, ils essayaient de s'extirper de la rue, ils essayaient de passer les étapes. Donc là, on est dans une époque qui est assez particulière. Donc, ils profitent de la rue, ils en font la promotion. Mais moi, je pense qu'on sort de cette époque parce qu'en fait, tu as des moyens qui sont mis en œuvre un peu partout pour essayer d'enfermer le plus de rappeurs. Et en fait, on s'en rendait pas compte, mais quand c'est arrivé, depuis 2014, on l'a vu avec l'affaire de Young Thug, le procureur de la ville, donc ils n'ont pas attendu le FBI, ils ont commencé à accumuler des preuves sur les artistes en question pour les enfermer. Là, on a 2 autres artistes qui vont tomber. À New York, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont commencé ils voulaient faire passer une loi pour justement... Que les lyrics soient... ouais, voilà, exactement. Ça soit pris en compte. Et que ce soit des preuves dans les... Voilà, c'est je ça. crois que c'est ça. C'est à peu près ça. Et d'ailleurs, Ouais, c'est ça. les artistes ont commencé à se réunir. Jay-Z et Meek Mill, notamment. Alors, Jay-Z et Meek Mill, ils ont décidé et de se mettre le au maire, feu. et Il y a 2 Maino et avocats d'autres. aussi. Voilà, Ouais, il y a Maino 2. et d'autres artistes sont allés voir le maire de New York pour essayer de leur parler de cette culture, pour leur expliquer. Je sais pas qu'est-ce que tu veux expliquer à un moment donné, il faut l'accepter. C'est une culture qui tourne autour du meurtre. La drill, ça veut dire tuer. Tu vois, la drill, ça veut dire tuer. On va arrêter de se danser autour du sujet, etc. Et en fait, quand tu vois tous ces moyens mis en œuvre, tu as même des DJ qui refusent maintenant de passer de la jouer des drill. morceaux. Tu vois. Et je pense qu'il y a un mouvement qui va commencer à se ralentir. Mais moi, je pense que là où ça va vraiment refroidir, là où le mouvement va commencer à sérieusement ralentir, c'est quand les maisons de disques ne vont plus vouloir mettre de l'argent là-dessus. Et je pense que ça va arriver parce que si tu regardes l'affaire de Murder Inc., en 2000 combien ? En 2006, là, par là. En fait, il s'est passé un truc à un moment donné avec Murder Inc., c'est que Universal ne pouvait plus le verser l'argent qu'il devait à Murder Inc. Parce que Universal, t'avais Def Jam, je crois, et Murder Inc. en dessous, quelque chose comme ça. Et si Universal versait de l'argent à Murder Inc., le FBI allait les mettre dans le RICO, dans l'affaire RICO. Donc, ils allaient créer un truc en se disant, OK, ils sont dans l'affaire RICO en question. Et en fait, Universal a gelé ses comptes, a refusé de verser de l'argent à Murder Inc., ce qui fait que Murder Inc. a dû se débrouiller avec ce qu'ils avaient, et en fait, ils allaient mourir comme ça. Et tu t'imagines si Universal est mis dans une affaire RICO, ou Warner, ou autre, parce qu'ils ont versé à un moment donné de l'argent à un artiste, c'est terminé. Ou 300 Entertainment, le label. Pourquoi il allait pleurer comme ça, Kevin Lice ? Je l'aime beaucoup, le Kevin Lice. Hein. Je suis fan et tout, mais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il sait aussi que Young Thug, c'est un élément, c'est l'un des artistes phares de son label, si ce n'est l'artiste phare. Donc Kevin Lice, je crois que c'est le président, ou du moins l'un des cofondateurs de 300 Entertainment. Et donc, là, maintenant, les labels vont commencer potentiellement à être mis dans des affaires RICO, et elles voudront plus se mouiller, tu vois. Ouais. À voir s'il y a moyen aussi de contourner la chose du côté des rappeurs. Déjà, en fait, c'est un truc qui m'a fait rire parce que c'est bête, mais Lil Durk, il avait sorti son Deluxe, ça, et il a dit en gros que ce qu'il y avait dessus, c'était l'effet fictif. Donc en fait, c'est déjà une mentalité qui commence à se créer où maintenant, en voyant autant d'artistes tomber et potentiellement tomber, ils se retrouvent dans une position où ils se disent « Ok, il faut peut-être que je commence à faire attention et tout », mais tout en continuant à proposer ce que je fais à la base, tu vois. Donc peut-être qu'aussi, à partir de là, ce sera le but des labels, c'est de trouver une manière à contourner, de faire en sorte qu'eux ne soient pas pris en compte de ce côté-là, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en vrai, c'est des grosses structures, c'est des grosses instances. Même si, en fait, ce sera chiant pour eux, je pense qu'ils auront toujours une manière de s'en sortir et je pense que contractuellement, ils peuvent trouver une solution, de se mettre de côté au cas où, justement, on se retrouve dans un cas RICO comme Murder Inc., surtout que là, c'était l'un des premiers, c'était même le premier. C'était le premier cas RICO. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais sur Durk. Justement, ce qui a fait que Young Thug s'est retrouvé dans quoi il s'est retrouvé,
ça a été quelque chose qui n'était pas prévu. Je parle des lyrics. À la base, les lyrics, c'est quelque chose dont on ne pouvait pas se servir dans un tribunal parce que les lyrics, c'est de l'art. Et en fait, c'était comme ça que les labels et les artistes se protégeaient. Sauf qu'en fait, ce que le procureur et la police globalement de Atlanta a fait, c'est de se dire, OK, en fait, on ne va pas t'attaquer parce que tu as dit ça, mais on voit que ce que tu as dit est connecté à ce que tu as mis sur les réseaux sociaux, aux discussions téléphoniques que tu as eues là, aux gangs que tu représentes depuis 5, 6, 7 ans, voire plus. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire que, lyricalement, lorsque tu parles d'un meurtre, à telle période-là, c'est en connexion directement avec tes lyrics. Et je pense sincèrement que dire que c'est des faits fictifs, c'est une chose. Mais si sur Internet, tu es toujours en guerre et que tu en parles toujours ou que tu représentes toujours ton gang de cette manière-là, moi, je pense que ça va continuer à être un problème pour les maisons de disques. Mais c'est vrai que c'est un move intelligent de la part de Lil Durk de dire ça, mais je pense que ça va être chaud. Moi, je pense que déjà, alors il y a ça. Je pense que le mouvement va réellement se ralentir avec tout ce qui se passe. Et en plus de ça, il y a un autre point important, c'est qu'il y a de plus en plus de voix qui commencent à s'élever et qui commencent clairement à dire que la street, faut que ça s'arrête. Et c'est des mecs de la street eux-mêmes. Quand tu regardes sur YouTube, tu as des youtubeurs comme Charleston White qui a un discours incroyable où il te dit qu'il faut qu'ils éduquent des balances. Le mec qui parlait à Young Thug aussi, là. Celui qui parlait en pleurant tout le temps, il est en larmes. Il est en larmes. Mais c'est pas Non, c'est Hassan Campbell. Ah, ça c'est l'autre. Hassan Campbell. Ouais, lui, il est Ça, tout le temps des, hyper émotif. Ça, c'est des chaînes YouTube sombres que je regarde avec Balou. J'en parle à personne parce que personne ne s'intéresse à ça. Mais moi et Balou, on regarde Hassan Campbell. Là, d'ailleurs, gros big up à lui s'il regarde. Et Charleston White aussi, je regarde parce que c'est des discours qui sont complètement différents. Ils sont extrêmement populaires et ils continuent à gagner en popularité. Et je pense que des voix comme ça qui commencent à s'élever en parallèle de ce qui se passe judiciairement pour les rappeurs, je pense sincèrement que le mouvement va commencer à se ralentir. Il y aura toujours des artistes street qui vont prospérer, mais ils ne pourront plus prospérer de la même manière. C'est-à-dire que tu commences dans la rue, tu te censures et à un moment donné, dès que tu peux te sortir de là, tu te sors de là. Kodak Black, il n'est plus vraiment dans la rue. Hein. Quand tu écoutes sa musique, il est un petit peu... c'est un rappeur street, mais il fait plein de trucs différents. Et je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle époque. De toute façon, Kodak Black ne vient pas de cette époque-là. Donc voilà pour ce qui est du rap street. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, sincèrement. Mais on essaie de faire en sorte de faire un podcast pas trop long. Au moins, on préfère laisser les gens... Pas trop chiant. Pas trop chiant. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez faire plus long, mais c'est la base sur laquelle on s'est basé. C'est ça, c'est ça. La base sur laquelle on s'est basé, ça ne veut rien dire, mais vous connaissez. Voilà, on t'a compris de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. C'est le plus important. Dans le move. Voilà, bon, l'épisode se termine. Si vous avez apprécié que vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker et de partager un maximum. N'oubliez pas, on est disponible sur les plateformes de streaming, sur toutes les plateformes de streaming, le Surculture Podcast sur Apple, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Merci encore à mes chroniqueurs. Un plaisir toujours. Merci pour l'invitation. C'est la passion, c'est la culture, c'est la musique qu'on aime. Ça bouge pas. C'était mortel. On va essayer d'en faire au moins un par mois et essayer d'augmenter un petit peu le rythme après. Mais bon, il y a plusieurs autres formats du Surculture Podcast qui vont arriver. Donc merci à vous. On se dit à très vite pour le prochain épisode. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.